excusez-moi si... Hop, je fais ça pour ouvrir la salle d'attente en même temps. Donc voilà, donc juste, bienvenue. Donc c'est la 38e retailer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas une retailer, ça dure normalement 1 heure. Donc contrairement à une matinale qu'on avait l'habitude de faire dans la vraie vie qui dure un peu plus de temps, en moyenne 2 heures, mais on arrive à les faire online puisque en fait la particularité du hub retail, c'est d'être terrain. Donc, donc le retail, c'est du partage d'expérience entre retailers et spécialistes du retail, comme vous êtes tous. Euh, donc, dans la vraie vie, donc jusqu'en mars, on se réunissait. Donc, moi, j'aime bien passer ces photos, hein, parce que voir autant de personnes dans une pièce sans masque, c'est quand même assez ahurissant. Donc, ça fait peur, hein, non? Donc, donc voilà, donc on se réunit. Vous m'entendez bien? Oui, bon, voilà. On va essayer de couper les micros pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui n'interviennent pas, mais bon, merci de couper les micros, parce qu'on entend des bruits de fond. Donc voilà, donc on se réunit comme ça sur le terrain, c'est la particularité du hub retail, hein, c'est d'être terrain, donc de partager le commerce de la même région. Donc dans les activités du hub retail, c'est des réunions comme aujourd'hui, donc euh, en présentiel de préférence, hein, donc sur le terrain, on se retrouve dans des magasins, dans des entrepôts, sur du sujet commerce multiples et variés, hein, on fait un peu tout, commerce et logistique, hein, associés. Donc, attendez. Donc voilà, donc la gouvernance, bon ici on est donc Hub Retail Nord du Nord-Pas-de-Calais. Donc volontairement on n'a pas voulu faire Hub Retail Hauts-de-France, mais faire Hub Retail Nord-Pas-de-Calais, puisque en fait les régions sont trop grandes. On partage deux choses quand on est dans le Hub Retail, la passion du commerce et le fait d'être du même coin. Mais bon, quand on a des régions qui sont administratives comme aujourd'hui, sont beaucoup trop grands. Ici on est Rhône-Alpes, plus que Auvergne-Rhône-Alpes, et dans le Nord, on sera Nord-Pas-de-Calais plus que Hauts-de-France. Donc, on s'appuie dans les régions sur des partenaires. Donc, dans le Nord-Pas-de-Calais, bon, il y a encore de la place pour des partenaires. Il y a 2 partenaires aujourd'hui. Donc, je salue Mélanie, mais je ne sais pas si Maxence est arrivé. En tout cas, j'ai cliqué pas mal de monde. Donc, voilà. Tout Donc, à on fait. a... Oui, salut Maxence. Donc, Salut, voilà. salut. Donc, improvise avec Maxence et Mélanie ici présents et Comarche. Je pense qu'il y a Anthony qui doit être là, donc le patron de Comarche, qui est présent aussi aujourd'hui. J'ai vu passer Anthony. Donc voilà, donc les 2 partenaires qui sont un peu l'exécutif de l'association, en tout cas qui portent l'association et qui l'animent dans le Nord-Pas-de-Calais. Les adhérents du Hub Retail, on est enseigne et spécialiste du commerce, donc avec des prestataires de tous bords, donc enfin des enseignes de tout secteur d'abord et des prestataires de tous bords. Donc donc voilà les enseignes. Donc voilà, on a tous les secteurs. Il y a quelques enseignes du Nord, hein, puisqu'on vient de démarrer, donc avec Electrodépôt qui s'exprimera tout à l'heure. Et Pit Flyer, il y a Pickwick Toys dans le Nord, etc. Donc il y en a quelques-unes qui tapent à la porte et qui devraient arriver, notamment, effectivement, il y a quelqu'un de chez Mullier ici aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des enseignes que vous connaissez tous du groupe Mullier qui devraient arriver très rapidement. Donc voilà, il y a tout secteur d'activité pour les enseignes et pour les prestataires de la même manière. Il y a tous les secteurs représentés, donc des agences digitales, des spécialistes de la logistique, comme on a vu Philippe de chez Fretly, qui est au niveau logistique, mais donc des opérateurs avec Orange, par exemple. Voilà. Donc, on a tout secteur confondu, on accepte en tant qu'adhérent des concurrents parmi les adhérents, pas parmi les partenaires premium, mais parmi les adhérents. En tant qu'enseigne, on peut avoir autant Maxi Toys, Pickwick Toys, qu'il y a déjà King Jouet, évidemment, qui est un aimant majeur. Donc, je ne sais pas si Stéphane est arrivé. Donc voilà, donc, on se réunit donc régulièrement. Voici un peu le planning, enfin c'est le planning qu'on a eu cette année avec un arrêt en mars, mais ce qui n'est pas marqué, c'est qu'en mars, pendant le confinement, le lendemain du confinement, on a commencé des retailers et tous les jours, on avait une retailer comme aujourd'hui, tous les jours de 11h à midi. Et il y avait de 20 à 40 personnes qui participaient tous les jours avec un intervenant différent. Donc c'était très actif. On n'a pas poursuivi ça sur le confinement saison 2,
puisque en fait, c'est quand même pas le même confinement et tout le monde est un peu dans la tête dans le guidon en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, même si on n'y croit pas trop. Donc voilà, donc des réunions comme ça, dans la vraie vie, enfin, jusqu'en mars, on était en moyenne 60 personnes hein, en physique, hein, en présentiel. Et on est aujourd'hui, maintenant, quand on fait des choses sur Internet, on est à peu près à ça. Aujourd'hui, il y a 85 inscrits et on verra combien on est. Pour l'instant, on doit être une cinquantaine. Donc voilà, et donc aujourd'hui, la retailer, le prochain rendez-vous, on devait avoir un rendez-vous qui avait lieu qui avait lieu le 4 décembre pour la visite du Retail Park Style à Saint-Étienne, mais évidemment c'est annulé parce que le Retail Park est fermé et il y a très peu de commerçants qui font des activités de click and collect, etc. Et même ceux qui font, il y a très peu de clients qui les utilisent. Donc voilà, donc le 8 décembre par contre on prépare avec Anthony est ici présent, on est en train d'imaginer quelque chose. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du off. Hein, donc, c'est sous réserve de pouvoir le monter. Mais on va faire quelque chose avec Comarch d'ici la fin d'année, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, le Hub Retail est présent aujourd'hui. Donc, évidemment, on est présent en Rhône-Alpes. On a démarré là il y a 4 ans, donc en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on est présent donc, dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein, on va démarrer assez fort. On va maintenant multiplier. Il y a eu le rodage de fin d'année, mais après, ça va s'accélérer au niveau des événements dans le Nord. On va ouvrir, on est en train de préparer Hub Retail Pays de Loire. On va ouvrir en Suisse parce qu'il y a des enseignes de Suisse qui veulent et des prestataires qui veulent démarrer le même format et ainsi, comme ça, dans toute la France, trouver des partenaires pour pouvoir démarrer. Donc, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés d'abord à rejoindre le Hub Retail et puis après, effectivement, d'être partenaire dans certaines régions, you're welcome. Donc voilà. Donc rapidement brossé, je suis à votre disposition, mais de toute façon, j'harcèle tout le monde avec mes mails avant, pendant et après les événements. Donc de toute façon, si vous êtes là, vous recevrez des informations et vous aurez toutes les informations. Je serai disponible pour vous apporter toutes les informations pour pouvoir adhérer, participer et rentrer dans ce formidable réseau du Hub Retail. Donc voilà, donc ça c'est... Vous avez mes coordonnées puisque vous avez eu mon mail. Et voilà, je vais laisser la parole maintenant donc à Isabelle Paris d'Electrodépôt et Benoît Venière donc, de Marketing One by One qui vont nous expliquer, vont tout nous dire sur le data et CRM. Juste peut-être une petite modalité, mais je pense que Benoît va le repréciser. C'est effectivement, bon, on va éviter de prendre toutes les questions au fur et à mesure parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais par contre, on ponctuera peut-être la présentation en prenant une question ou si vous avez des questions, vous écrivez dans le chat et ça sera parfait. En tout cas, on pourra déborder un petit peu après 16 heures. On a les clés jusqu'à 20 heures s'il le faut, mais bon, on ne durera pas jusque-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup et voilà, on écoute Marketing One by One et Electrodépôt. À vous. Alors, bonjour à tous déjà. Donc, je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez, on puisse avoir voilà, hop, un petit fil rouge sur la présentation et puis on va se présenter avec Isabelle. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Hop. Voilà. Alors, je mets en grand écran. Donc, ça devrait s'afficher. Voilà. Donc, je suis ravi aujourd'hui de partager cette présentation avec Isabelle, donc, qui est directrice CRM et data d'Electrodépôt. Et aujourd'hui, on va vous parler de CRM et plus particulièrement de comment cultiver votre relation client. Isabelle, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Isabelle Paris, je suis donc directrice data et CRM pour Electrodépôt. Ça fait 4 ans que je suis chez Electrodépôt et auparavant j'ai fait une quinzaine d'années chez Auchan sur différents postes, on va dire en études, marketing et données en général. Voilà, et donc Benoît Venière, je suis le CEO et le fondateur de Marketing One by One. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le CRM et donc j'ai fondé One by One il y a 6 ans maintenant. Nous sommes une entreprise lilloise d'une quinzaine de personnes et notre métier, c'est d'améliorer la fidélité des clients de nos clients par l'intermédiaire de la data.
Hop. Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur le contexte d'Electrodépôt et la photographie d'Electrodépôt avant et aujourd'hui d'avoir mis en place toute sa stratégie CRM. Effectivement, donc Electrodépôt, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, on est donc une entreprise qui appartient au groupe, alors c'est le nouveau groupe United depuis la semaine dernière, donc qui est l'ex-groupe HTM, dans lequel vous retrouvez des enseignes comme donc Electrodépôt, évidemment, Boulanger, mais aussi Boulanger Location. Et on a un positionnement assez particulier sur le marché qui est de prendre on va dire les quartiles 1 et 2 qui sont les entrées de gamme sur les marchés, avec un positionnement spécifique aussi sur des gammes ultra courtes, sur une optimisation du modèle. Et vous verrez que ça, c'est important aussi parce que l'optimisation du modèle, il ne se fait pas qu'en magasin, il se fait aussi au campus, donc notre centrale d'achat, on appelle ça notre campus. Et ça, c'est pas sans impact sur le fonctionnement et sur ce que vous entendrez tout à l'heure. On est pratiquement à 100 magasins, on les atteindra l'année prochaine avec les ouvertures qui sont prévues. Avec donc finalement une enseigne assez récente puisqu'on a été créé en 2004 et avec côté client donc une base de 14 millions de contacts qui donc sur la France, mais on est aussi présent depuis quelques années maintenant sur la Belgique et sur l'Espagne. Refaire un tour sur les trucs, enfin tu vois, même avant qu'on donne tout, enfin si c'est... À mon avis, il faut mettre en standing quelqu'un. Voilà. On a coupé, bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Vas-y, Isabelle, c'est bon. Oui, bah c'est bon, peut-être la suite. Ah, pardon. Donc. J'ai pas la main là, Benoît, donc je concentre. Donc, comment on en est venu à se poser cette question de qu'est-ce qu'on allait faire de cette base client? C'est qu'on avait un contexte un peu spécifique avec déjà une base qui était autour donc, de 10 millions de contacts. On avait réussi à construire cette base de façon assez atypique puisque on est donc sur un modèle low cost. Ça veut dire que nous, les prix sont bas tous les jours. C'est-à-dire que chez nous, vous ne verrez jamais de prix barré, de remise, de ristourne, etc. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas s'appuyer sur un programme de fidélisation qui souvent vous matraque à coût de moins 10, moins 20, moins 30% de réduction pour travailler sur cette fidélisation. Et donc nous, notre force, ça a été nos équipes magasins, puisqu'on a lancé des challenges au niveau des équipes donc, en 2016-2017 sur l'identification client. L'identification client, ça veut dire que je prends au minimum effectivement un nom, prénom, une adresse mail aussi tant qu'à faire, voire un numéro de portable. Tout ça, en fait, ça fait qu'il y a eu un gros phénomène d'émulation en magasin et aujourd'hui, on identifie, depuis plusieurs années d'ailleurs, on identifie à peu près entre 85 et 88% de nos clients qui passent en caisse. Ce qui est plutôt assez conséquent, puisque c'était vraiment un sujet qui n'était pas forcément au départ évident pour expliquer tout ça aux clients, mais on s'est servi aussi d'une petite astuce qui a été la facture électronique, et je pense qu'on a été parmi les premiers à la proposer à nos clients. Et ça a été un moyen aussi plus facile pour les équipes de proposer, via le fait d'envoyer la facture électronique, évidemment de récolter les données. Donc ce taux a progressé, on a construit cette base, mais on était encore sur un fonctionnement, on va dire, assez basique, c'est-à-dire que voilà, on faisait une newsletter une fois par semaine, on l'envoyait, donc à l'époque on travaillait avec Splio, on envoyait une seule version à tout le monde, et puis vaille que vaille, et on envoyait quand même déjà un peu les limites avec une délivrabilité qui commençait aussi à s'essouffler, avec des désabonnements qui commençaient à monter. Et donc, évidemment, il y avait quelque chose de plus solide à construire autour de ça et surtout de le travailler dans la durée et non plus de façon très opportuniste. Voilà, et juste pour un petit peu approfondir la facture électronique, je ne sais pas si tout le monde connaît le principe, mais souvent chez les retailers, il y a des cartes de fidélité qui ont cette vocation de collecter de la donnée en magasin. Et donc, c'est un peu donnant-donnant. On met à disposition un programme de fidélité avec un certain nombre de promotions généralement, et en contrepartie, on récolte les données de ce client pour pouvoir, en caisse, lier son historique d'achat et notamment son adresse email.
généralement, un programme de feed, c'est environ entre 10 et 20% de collecte. C'est-à-dire qu'on serait capable de réunifier entre 10 et 20% des achats magasins à un porteur de carte de fidélité. Ici, la facture électronique, comme on l'entend, comme Isabelle l'a dit, c'est assez magique, hein. On arrive entre 80 et 90% de liens entre les tickets de caisse et des clients qui, du coup, rentrent en base de données. Et là, la promesse n'est pas juste des promos. La promesse, c'est de pouvoir récupérer notamment sa facture pour une extension de garantie ou pour échanger un produit, etc. Donc, la facture électronique, ça a le vent en poupe en ce moment, puisque Decathlon, par exemple, pour ne citer que, l'a mis en place à la place justement de son programme de feed traditionnel. Et Electrodépôt, ça fait combien? Ça fait maintenant 10 ans, je crois que vous l'avez mis en place à peu près, la facture électronique. Donc, vous avez été... Pas 10 ans, mais ça fait un moment, oui. Voilà, quelques années. Donc, vous avez été parmi les pionniers à le mettre en place. Et aujourd'hui, on voit, nous, dans la gestion des bases de données d'Electrodépôt, que ça a un impact énorme. C'est-à-dire que non seulement dans la qualité de collecte, hein, puisque les gens donnent leurs bonnes coordonnées pour avoir leur facture électronique à disposition, et puis également dans le croisement des données, puisque du coup, on est capable de lier à chaque personne tout son historique d'achat. Donc, c'est absolument énorme. Donc, après, c'est beaucoup plus facile de travailler quand on a toutes ces données plutôt que de travailler que sur 15% des contacts en base. Voilà, je passe à la suivante, Isabelle. Donc, dans quel état d'esprit et qu'est-ce qu'on cherchait à faire donc à l'époque, c'était de se dire effectivement, ok, on a beaucoup de contacts, sauf que aujourd'hui, on n'a pas forcément de données qui soient réconciliées aux clients. Donc, ce côté customer-centric, ce n'était pas du tout construit de cette façon-là. De se dire aussi, aujourd'hui, on va certainement devoir optimiser les dépenses. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur un modèle low cost. Et donc, oui, on regarde chaque euro qui est dépensé et il est pesé et sous-pesé sans faiblir, on va dire, sur ce sujet, parce que nous, il en va de la survie du concept. On devait aussi intégrer ces nouveaux pays qui étaient arrivés, donc la Belgique et l'Espagne, avec aussi parfois des spécificités par pays. Par exemple, pour tout ce qui est service après-vente, on n'a pas forcément les mêmes prestataires d'un pays à l'autre, et c'est vrai sur d'autres sujets. Donc ça, oui, il fallait aussi cette souplesse et cette adaptabilité sur le sujet en général. De pouvoir aussi se dire finalement entre le magasin de l'Hers et celui de Toulon, il y a certainement des choses aussi spécifiques à construire et d'arrêter aussi d'être sur les mêmes informations, quelle que soit la zone géographique ou même le pays. Et aussi un besoin d'automatiser. On était sur quelque chose de très artisanal. Et malgré tout, ça nous prenait quand même beaucoup de temps, bien qu'il n'y avait pas vraiment de campagne spécifique. Malgré tout, ça nous prenait quand même encore beaucoup de temps. Donc, comment on optimise tout ça? Comment on fait mieux avec des moyens qui étaient globalement stables? C'était un peu notre problématique à ce moment-là. Et puis, on est aussi clairement sur une vision de qu'est-ce que doit faire la data et qu'est-ce que doit faire le CRM à l'intérieur de l'entreprise. Il y a aussi toute une évolution des mentalités dans l'entreprise qui s'est fait en parallèle. Et là, je pense qu'on en est tous là, on prend notre bâton de pèlerin et puis voilà, on va convaincre et reconvaincre aussi sur des sujets qui sont nouveaux, qui sont parfois peu compris ou peu connus. Donc, ça a été aussi en parallèle un chemin intéressant à travailler avec les différentes équipes en interne. Voilà, et juste pour rebondir, donc nous, on a essayé de théoriser un petit peu chez Marketing One by One les étapes clés de réflexion justement et de maturité liées au CRM. Hein. Donc, on peut se projeter par exemple en tant que retailer, mais également en tant qu'e-commerçant ou n'importe quel secteur d'activité. En fait, il y a selon nous 4 grandes phases au niveau marketing sur l'appréhension du CRM. La première phase que tout le monde fait, on va dire généralement, c'est ce qu'on appelle le one-to-many, c'est le massif, quoi. C'est envoyer une newsletter par semaine, une newsletter par mois, pas trop la personnaliser. Et en fait, on appelle ça en anglais, excusez-moi, il y a beaucoup d'anglicisme, mais c'est le marketing, c'est comme ça. On appelle ça du spray and pray. C'est-à-dire que je diffuse et je prie pour que ça arrive et que ça me ramène du chiffre d'affaires. Donc, généralement, c'est le one-to-many, c'est la première base CRM, c'est j'envoie de la newsletter en masse. Suite à ça, les équipes peuvent se dire bon ça serait bien que je personnalise un petit peu plus mes communications et peut-être que je réserve certains types de newsletters à certains segments de population. Par exemple mes nouveaux clients, par exemple mes clients exclusifs web, mes actifs, etc. Donc là on passe en one to few. C'est je destine quelques communications à quelques groupes de population.
Et puis, suite à ça, on se dit quand on est en one-to-few, c'est pas mal, mais j'ai quand même des spécificités fortes pour chaque client. Par exemple, un client qui est exclusif magasin, je ne vais pas communiquer de la même manière qu'un client qui est exclusif web. Et donc là, on voudrait passer en one-to-one, c'est-à-dire de pouvoir personnaliser non plus une newsletter, mais ce qu'on appelle un trigger, hein, un message déclenché automatiquement suite à un comportement, de pouvoir personnaliser, ultra personnaliser ce contenu, que ce soit par email, par SMS, par courrier. Et donc là, on parle de one-to-one. Et en fait, le Graal du CRM, on va y revenir, c'est le data-driven. Data-driven, ça veut dire qu'on se sert, on va dire, de toute cette data qui aura été centralisée, on va revenir juste après, pour pouvoir mettre à disposition cette data auprès de tous les services de l'entreprise et pas simplement le marketing. Ça veut dire que les achats, ça veut dire que la direction générale, ça veut dire que, je sais pas moi, le service client, ça veut dire l'ensemble, les directeurs de magasins, l'ensemble des services de l'entreprise peuvent accéder à cette data qui est centralisée, qui est du coup la même pour tout le monde, et va prendre des décisions stratégiques sur cette data, et notamment faire de l'analytique, faire du décisionnel sur une data propre à chaque service. Donc on y reviendra par la suite. Et donc effectivement, quand Electrodépôt enfin qu'on a commencé notre collaboration avec Electrodépôt il y a quelques années maintenant, vous étiez situé à peu près plus avancé que du one-to-many, mais pas encore dans le one-to-one. Donc, on va dire un petit one-to-few. Voilà. Et donc, l'objectif de Electrodépôt, tel que Isabelle vous l'a présenté, c'était de passer en one-to-one. Et en fait, suite à ça, on a encore gravi une marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis à Isabelle, je trouve que Electrodépôt se situe en data-driven parce que pour un acteur, entre guillemets, du middle market, hein, et pas un retailer voilà, dans le top 5 des retailers français en termes de volume. Pour autant, c'est assez rare d'avoir toute cette donnée centralisée et le fait de pouvoir utiliser cette data dans tous les services de l'entreprise, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on va vous montrer comment Electrodépôt a gravi ces différentes marches. Je rebondis juste là-dessus parce qu'effectivement, merci de ton analyse, Benoît. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe, mais d'avoir une équipe très courte. En fait, aujourd'hui, sur la partie data, j'ai 2 personnes. Sur la partie CRM, j'ai 2 personnes. Et encore, on était à 1 personne jusqu'à il y a même pas 6 mois. Donc, quand je vous disais modèle low cost aussi, ça va aussi avec les structures qu'on en face et le nombre de personnes qu'on a à disposition. Et donc, c'est hyper important, nous, dans le choix des solutions qu'on peut faire, d'avoir des solutions qui soient adaptées à ça aussi. Tout simplement parce que moi, je sais que je ne pourrais pas dédier quelqu'un à 100% sur une implémentation de solutions pendant X mois parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là en interne. Donc, ça fait partie de nos contraintes. Et c'est vrai, quand je disais, moi je prends toujours l'image du sachet de thé qui se diffuse dans la théière, c'est un peu ça, c'est que cette data, en fait, elle se diffuse maintenant dans l'entreprise. On utilise, par exemple, les avis clients aujourd'hui servent aussi à corriger presque en live les problématiques qu'on peut voir sur nos marques propres. Et ça se fait en lien direct donc avec les achats. On travaille aussi des tableaux de bord avec. Avant, on présentait des choses où, en gros, c'est toujours l'image, on donnait du poisson, par exemple, à nos directeurs de magasins, donc on leur donnait quelque chose de clé en main et de figé. Là, maintenant, ils ont appris à pêcher, c'est-à-dire qu'ils ont des tableaux de bord qui sont interactifs, où eux-mêmes peuvent voir leurs propres indicateurs et travailler certaines choses de façon plus individuelle. Donc, on va lentement mais sûrement, enfin lentement, pas si lentement finalement, mais on y va sûrement sur ce côté data-driven au niveau de l'entreprise. Alors, comment améliorer la l'activité des clients? C'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Je me permets de vous présenter vite fait Marketing One by One. Mais avant, je voudrais faire un constat avec vous. Alors, il y a un certain nombre de retailers présents aujourd'hui et il y a quelque chose qui, quand on gratte un petit peu, est assez hallucinant de manière générale, c'est les répartitions des budgets marketing. Aujourd'hui, quand on demande à n'importe quel retailer ou e-commerçant de manière générale, quel est le budget dédié à l'acquisition, à la génération de trafic, que ce soit en magasin ou sur site web, par rapport au budget consacré pour fidéliser ces mêmes clients. Eh bien, 80% du budget marketing part en acquisition et 20% en fidélisation. Alors, vous dites, c'est le cœur du sujet, c'est très bien, il faut aller chercher de nouveaux clients. Super, sauf qu'il y a une stat que les gens ne connaissent pas forcément, c'est qu'au bout de 5 ans, 80% des contacts en base de données arrêtent, c'est-à-dire se désabonnent, n'achètent plus, deviennent de grands inactifs. Et 70% des clients en base de données, des clients cette fois-ci, n'ont acheté qu'une seule fois. Et donc, avec ce constat-là, on se dit, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'euros qui sont dépensés en acquisition et pas assez d'euros dépensés pour garder, pour rentabiliser les gens qu'on a été chercher. Et donc, aujourd'hui, il y a une course en avant d'aller chercher les clients de ses concurrents
et une course en arrière, j'ai tendance à dire, parce qu'on n'est pas capable de gérer les clients qu'on a recrutés. Et ce n'est pas forcément des clients, ça peut être des prospects. Déjà, on n'arrive pas forcément bien à les transformer en clients. Et une fois qu'ils ont été clients pour la première fois, on n'est pas capable de les transformer en multi-acheteurs. Et donc, la grosse problématique, c'est de se dire comment je fais pour, à budget égal, peut-être changer un peu ma répartition, mais être sûr que les personnes que je recrute, je vais bien on va dire, les couconner, les fidéliser pour faire en sorte qu'ils achètent plus souvent et dans des plus grandes quantités. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre point, c'est que généralement, avec ces 80% du budget marketing dédié à l'acquisition, généralement, on réachète ses propres clients plein de fois. C'est infini. Pourquoi? Parce que, en fait, comme les retailers habituellement savent pas forcément bien centraliser leurs données et savent pas forcément bien faire identifier leurs clients, et ben un client qui aura acheté une fois, par exemple en magasin, et bien en fait, il va être à nouveau ressollicité, par exemple, sur Google, parce qu'il n'y a pas de lien qui est fait entre les deux, c'est pas la même adresse mail qui a été saisie, etc. Et donc, au final, on va payer très cher un nouveau contact à Google alors qu'on l'a en base de données. Il aurait juste fallu être capable de l'identifier et de mettre en repoussoir ce client pour n'acheter à Google que des nouveaux prospects. D'accord? Donc, on va avoir toute cette mécanique, mais c'est très important. C'est-à-dire que la fidélisation, ou en tout cas la base de données CRM, va vous permettre d'optimiser l'acquisition également. Donc, on optimise ces clients existants en les faisant acheter plus et plus souvent, et on optimise les gens qu'on va chercher en génération de trafic. Et donc, vous avez remarqué, donc nous, on aime bien le végétal, et donc on fait un parallèle assez fort, une analogie entre les bases de données et les plantes. Et oui, il y a une vraie analogie. Eh bien, dans vos bases de données, vous avez des cactus et des bambous. Et les cactus, si on les arrose plus d'une fois par mois, ils vont pas très bien. Et les bambous, si on les arrose pas au moins 2 ou 3 fois par semaine, ils vont pas très bien non plus. Et dans vos meilleurs clients, dans vos nouveaux clients, dans vos prospects, etc., vous avez des cactus et des bambous. Et donc, la notion de one-to-one, elle est à prendre également ici. Ça marche pour la pression commerciale, ça marche pour les canaux qu'on va utiliser pour communiquer auprès d'eux, certains par email, certains par SMS, certains par print, etc. Et ça marche également dans le contenu qu'on va leur proposer, certains types de produits, etc. Et donc, chaque client, entre guillemets, a sa manière de percevoir votre marque. Et si quelqu'un va accepter de recevoir 3 emails par semaine pour avoir les super promos, une autre personne, un email par mois, ça sera trop. Donc voilà, donc c'est en ça qu'on fait cette liaison. Et vous allez voir tout au long de cette présentation, il y a le lien végétal. Et donc aujourd'hui, chez One by One, on propose 3 types d'outils auprès de nos clients. Un outil de centralisation de base de données, on va revenir pour tout à l'heure, on appelle ça une Customer Data Platform, qui a vocation à centraliser l'ensemble des interactions que vous pouvez avoir avec vos clients ou vos prospects, que ce soit online ou offline. Des outils de data visualisation, pareil, Isabelle présentera tout à l'heure ce qu'elle a fait en l'état. Le but, c'est d'analyser la donnée et de voir comment évolue cette donnée dans le temps, et on ne se limite pas à des performances de campagne, on va beaucoup plus loin dans l'analyse des data. Et enfin, le marketing automation, qui est le bras armé de cette data pour mieux animer, mieux personnaliser et mieux automatiser l'envoi de communication sur tous les canaux. Petit schéma pour représenter ça graphiquement. À gauche, on voit les différentes sources de données qui alimentent une CDP, donc des bases de données contacts, un catalogue produit, des achats magasins, des achats web, etc. Chez Electrodépôt, aujourd'hui, c'est une centaine de sources de données différentes qui alimentent cette CDP. La CDP, un outil de data visualisation pour voir comment cette data évolue, et puis des synchronisations avec des exécutants de campagne, que ce soit des routeurs email, des routeurs SMS, des imprimeurs, etc. Aujourd'hui, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une quinzaine de collaborateurs lillois. On travaille pour une vingtaine de clients, donc vous avez ici les références, donc assez divers comme type de clients. On a des retailers, on a des e-commerçants, on a des acteurs du tourisme, on a une association caritative, on a différents types de clients. Le point commun entre tous ces clients, c'est ce qu'on appelle des acteurs du middle market. Ça veut dire qu'ils ont effectivement, dans le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, une maturité CRM importantes, ou en tout cas des attentes CRM importantes, sans forcément avoir les moyens d'acteurs, notamment du CAC 40, en termes de nombre de personnes dans les équipes marketing, en termes de budget, en termes de planning, en termes de disponibilité des équipes techniques. Et donc, chez One by One, on disrupte, c'est le mot à la mode, on disrupte l'ensemble de ces freins pour que ces solutions CRM soient performantes et évolutives, on va dire, auprès des acteurs du middle market.
Et donc, les innovations qu'on met à disposition, donc c'est une offre qui est dédiée en termes de temps de mise en place, en termes de budget, en termes de facilité d'usage. On est propre intégrateur de nos solutions. Ça veut dire que ce sont les équipes de One by One qui vont aller installer le logiciel, entre guillemets, ou les logiciels chez les clients. On a des interfaces ludiques, vous en doutez bien, et on s'adapte, ça c'est un point excessivement important, à l'intégralité des datas présentes chez nos clients et chez leurs prestataires. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de nos clients qui nous envoient les données sous tel ou tel format, c'est nous qui allons nous adapter pour les faire rentrer dans nos bases de données. Et ça, c'est une très bonne nouvelle quand on a des équipes courtes. On les a pris au mot, hein, parce que vous avez dit... Ah, tu as été coupé, Isabelle. Attention, tu as été coupé, je ne sais pas, quelqu'un t'a coupé. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ouais, donc, je disais, on les a pris au mot et effectivement, on a balancé toutes nos bases et toutes nos sources et tous nos flux à One by One, et c'est très bien quand on a des équipes très courtes comme c'est le cas chez nous. Voilà, et c'est vrai que c'est une spécificité des acteurs du middle market. Généralement, les DSI sont complètement, alors je peux dire gentiment, mais sous l'eau, parce que forcément, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, généralement, les demandes du marketing, notamment pour intégrer un nouveau prestataire, ça passe au second plan. Et donc, nous, on s'affranchit de cela, on récupère les données telles qu'elles existent, et c'est nous qui allons les transformer pour pouvoir les utiliser convenablement. Donc la deuxième partie, on a parlé aussi, pardon Benoît, c'est la différence aussi par rapport à d'autres sujets, c'est que là, effectivement, c'est le métier qui pilote l'intégration, le choix et la construction en fait de toute la base directement, et les SI sont là très peu et en soutien ponctuel sur des questions ultra techniques, mais je dirais c'est tout, quoi. C'est pas la DSI qui nous dit comment faire, on est vraiment parti du besoin métier du client pour construire ensuite toute la démarche avec One by One. Tout à fait. Donc là, on nous a présenté une première partie de contexte de qui on était et quel était le besoin d'Electrodépôt et ses attentes. Là, on va présenter du coup la vision qu'avait effectivement Isabelle Electrodépôt à l'époque de client-centric, ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on a fait pour le mettre en place. Donc la première partie, c'est la centralisation des données. Vous avez compris, c'est le cœur du sujet, puisque sans données en amont centralisées, c'est très difficile d'analyser et c'est très difficile d'animer. Donc, dans la centralisation de données, juste rappel, un schéma simplifié d'une base de données client. Il y a différentes sources. Les sources, le tronc commun, entre guillemets, que tous les retailers ont, c'est des bases de données contacts, prospects, clients, peu importe, avec des adresses postales, des adresses email, des numéros de téléphone, etc. Des transactions magasins, des transactions web, un catalogue produit, généralement avec beaucoup de références, avec une disponibilité des stocks, des prix barrés, etc. Et puis, des exécutants de campagne généralement déjà en place, que ce soit un routeur email, pourquoi pas un imprimeur, un service client, etc. Et donc, tout ça, en fait, sont des sources de données qu'il va falloir centraliser, qu'il va falloir uniformiser et anoblir pour pouvoir rendre homogène cette data et la rendre exploitable. Alors, vous allez me poser la question, super, un nouveau terme. En plus, Benoît, il aime bien parler avec des termes anglais qu'il ne prononce pas très bien. Mais en fait, il y a plein de termes dans les bases de données. Et donc, les bases de données clients, il y a 3 grands termes qui existent, des acronymes. Le premier qui existait, c'était RCU, référentiel client unique. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet acronyme. Ça existe depuis 15-20 ans et c'est à l'origine des retailers qui a été créé les premiers RCU. Et donc, les RCU avaient pour vocation de gérer son programme de feed, entre guillemets, et de faire rentrer dans une base de données unique l'ensemble des porteurs de cartes de fidélité et de faire un traitement d'adresse, entre guillemets, souvent c'était postal à l'époque, pour pouvoir leur adresser des courriers chez eux pour les faire venir en magasin et animer leur programme de fidélité avec des promotions. Donc, c'est une base de données qui a été créée avant tout pour de la fidélisation dans un contexte offline pour animer les cartes de fidélité. Ensuite, il y a quelques années, il y a eu la mode des DMP. Énormément de DMP se sont construites et beaucoup de prestataires proposaient des DMP, des Data Management Platform, et ça devait être magique. Et ces DMP étaient plutôt à vocation d'acquisition. Donc là, cette fois-ci, travailler avec du Google, travailler sur les réseaux sociaux, etc., pour aller recruter des nouveaux prospects. Et donc, on se servait de ce qu'on appelle un cookie third party pour aller chercher, on va dire, des nouveaux prospects. L'inconvénient de cette base de données, c'est qu'elle a été très fortement liée à l'acquisition et très peu utilisée en fidélisation et que ça coûtait très cher à mettre en place. Et donc, les CDP se sont créés plus récemment, je dirais il y a 4-5 ans. Donc, ça veut dire une Customer Data Platform et la CDP a vocation à réunifier, entre guillemets, les précédentes bases de données qui étaient les RCU et les DMP, c'est-à-dire pouvoir travailler sur du online, travailler sur du offline, travailler sur l'acquisition, travailler sur la fidélisation, tout en travaillant en first party, c'est-à-dire les données qui vous appartiennent
appartiennent et vous n'allez pas collecter de la donnée qui ne vous appartiendrait pas. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur les différents acronymes langage, c'est un peu technique, pardon, mais c'est important parce que c'est des termes qu'on voit quand même passer pas mal au niveau CRM. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on regarde plus précisément comment peut être alimentée une CDP? Je disais tout à l'heure, aujourd'hui chez Electrodépôt, c'est une centaine de sources de données. On le voit qu'il y a des sources liées à des ERP, des sources liées aux avis clients, des sources liées au CMS, donc Magento, PrestaShop, etc. Le système de caisse, bien évidemment, les flux produits, les services clients, les scoring, des tickets dématérialisés, on en a parlé tout à l'heure, la facture électronique. Voilà, donc il y a énormément de sources possibles. Ici, c'est même pas exhaustif. Encore faut-il être capable d'aller récupérer la donnée chez ces différents acteurs, la centraliser et la rendre exploitable. L'un des cœurs du sujet là-dessus, ça va être de dire, OK, si la personne apparaît plusieurs fois dans ces différentes sources, je vais être capable de fusionner, faire du dédoublonnage, de dire qu'on parle bien de la même personne, de voir si son adresse mail est la bonne, de choisir la meilleure adresse mail s'il en a plusieurs. Et donc, il y a différents traitements qu'il faut mettre en place, qu'on appelle ça des solutions préventives et des traitements curatifs. Donc, directement à la collecte, que ce soit en caisse, sur site web, être en mesure de collecter de la donnée qualitative et d'éviter d'engendrer du doublon, notamment. Et puis, des solutions curatives. Une fois que la donnée, entre guillemets, de qualité moyenne a été stockée, a été collectée, et bien là, qu'est-ce qu'on met en place comme du traitement, de redressement d'adresse postale, par exemple, redressement d'adresse email, traitement des déménagés, des duplications. Enfin voilà, il y a différentes techniques, mais ça, c'est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'au sein de ces bases de données, donc plutôt RCU et maintenant CDP, il y a tous ces traitements qui se font de manière automatique pour être sûr qu'on a des données qualifiées et de bonne qualité. Cookie First Party, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. J'évoque le sujet parce que c'est un point important, notamment lié à la RGPD. Vous avez tous entendu parler de cela. Et aujourd'hui, les cookies Third Party, donc c'est-à-dire les cookies qui étaient déposés sur les différents sites web. Par exemple, vous alliez sur Le Monde, vous pouviez avoir un encart de promotion, par exemple, pour Auchan, et vous cliquiez dessus et en fait, automatiquement, vous basculiez chez Auchan. Ça, c'est du Third Party, c'est-à-dire qu'on vous suivait de site en site. Et si vous aviez acheté quelque chose chez Auchan, par exemple, après, si vous alliez, je sais pas, sur un autre site web, vous pouviez avoir un encart qui vous proposait de réacheter un produit. Ça, c'était du third party, ça naviguait intersite. Le cookie first party, le principe, c'est de taguer et de traquer uniquement ce qui se passe sur votre site web à vous. C'est la data qui vous appartient. Donc, vous ne savez pas d'où vient la personne, vous ne savez pas où est-ce qu'elle ira après. Par contre, vous allez tout savoir sur ce qu'elle fait sur votre site. Et donc, dans un premier temps, un cookie first party, c'est une notion anonyme. C'est-à-dire qu'on stocke sur le PC, sur le Mac, sur le téléphone, ce que fait ce device. Quelle page il va avoir, combien de temps il reste, s'il fait un panier, s'il va avoir les FAQ, s'il va avoir si un magasin projet chez lui. On va tout stocker dans un cookie first party. Et à un moment donné, on va être en mesure de matcher ce cookie qui était anonyme avec une personne présente en base de données, notamment son adresse email. Donc, quand on a une base de données comme Electrodépôt aujourd'hui de 14 millions de contacts en base, imaginez bien qu'il y a une grande majorité des personnes qui visitent le site web qui vont être matchées et sur lesquelles on va être capable de rappeler tout l'historique de visite à cette personne. Et donc aujourd'hui, chez certaines marques, on arrive via ce cookie first party à authentifier 45%, jusqu'à 45% des visiteurs du site web. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on demande aux gens de se loguer sur un site web marchand, généralement, ils le font à hauteur de 5 à 10%. Et généralement, les directions marketing pensent que c'est grâce à leur Google AdWords ou à leur acquisition qu'ils génèrent 90% du trafic restant. Et c'est complètement faux. C'est juste qu'ils ne sont pas en capacité d'authentifier les visiteurs. Et au final, il y a quasiment la moitié du trafic qui est déjà réalisé par les gens déjà connus. Je te laisse commenter après sur la partie data, Isabelle, ce qu'on a pu centraliser pour vous. Oui, donc alors tu l'as déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais l'idée, c'était vraiment de partir de tous les points de contact qu'on pouvait avoir avec nos clients, et pas seulement des contacts achats. Là, on voit effectivement, il peut y avoir du service client, il peut y avoir du financement ou un passage par le SAV. En fait, il fallait qu'on puisse avoir une vision 360 du client, de ses parcours et de comment chacune de ces données finalement enrichit l'autre également. Donc ça, c'était dans le cahier des charges du départ, avec aussi une volonté de tout réconcilier. On l'a fait assez rapidement, c'est-à-dire que quand on a commencé à implémenter la solution entre le tout début et les
première campagne vraiment, si on va dire, qui commence à être bien ciblée, on va dire que ça a été autour de 3-6 mois, grand max, plutôt 3 mois. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, on avait priorisé nos flux de façon à les enrichir. Et au bout de, on va dire, 6-9 mois, on avait déjà une vision qui est très, très, très complète. Et aujourd'hui, on continue encore à affiner les choses parce que le commerce bouge. Hein, on est tous bien placés pour le savoir, encore plus en ce moment. Et donc, on est sur de la S400 en fait aujourd'hui. Et donc, je vois la question qui se passe en même temps. Et donc là-dessus, clairement, il fallait aussi qu'on puisse s'adapter à notre commerce qui était assez évolutif et au concept aussi, hein, qui est encore récent et qui bouge encore tous les jours dans son côté opérationnel. Voilà, le marketing automation, hein, toujours dans cette analogie, hein, on voit l'arroseur automatique, hein, c'est la notion de marketing automation liée au végétal chez nous. Et donc, c'est le bras armé de la data. Et donc, ici, on vous propose quelques exemples de scénarios. Alors, vous connaissez toute cette courbe, hein, c'est le parcours client, c'est le cycle de vie du client. Donc, il commence en étant prospect, ensuite il devient client actif, ensuite il devient, on ne l'espère pas, ou plus tard possible, inactif, et puis après, on va essayer de le réembaucher en tant que client. Et donc, il y a un certain nombre de scénarios qui peuvent ponctuer ce parcours client pour l'inciter à devenir actif le plus rapidement possible et rester actif le plus longtemps possible. Et donc, c'est ce qu'on appelle des triggers, hein, c'est des messages automatiques liés au comportement de chaque contact, que ce soit des comportements en magasin, des comportements sur site web, des comportements liés au service client. En fait, ça va déclencher automatiquement des communications. Encore une fois, le marketing automation n'égale pas l'email. L'email, certes, est un média intéressant qui permet d'être interactif, qui coûte pas très cher et qui permet d'être mesurable. Donc, ça a quand même pas mal d'aspects positifs, mais c'est pas le seul canal. Marketing automation, on peut envoyer un courrier postal affranchi, J+1, un comportement d'achat, par exemple. On peut très bien passer un coup de fil via un call center suite à un comportement de panier abandonné sur le site web, par exemple. On peut très bien personnaliser le site web en temps réel en fonction de l'appartenance d'un client au segment VIP, par exemple. Donc, on voit bien que le marketing automation, ça peut vraiment être n'importe quel média. Encore faudra-t-il mesurer la performance de chacun de ces médias et pouvoir adapter les médias en fonction de chaque segment de population de clients et en fonction de chaque client. On en a parlé tout à l'heure, le one-to-few et le one-to-one. Donc voilà, et donc il y a par exemple des triggers assez connus qu'on a commencé à réfléchir, notamment pour Electrodépôt, des triggers de consommables. Par exemple, si vous achetez des cartouches d'encre ou des dosettes de café, eh bien vous allez avoir une consommation qui va être à peu près toujours la même. Du coup, on va être en mesure d'anticiper votre future commande et de dire ah, d'habitude votre paquet de cartouches il vous fait 3 mois, eh bien à 2 mois et demi, on automatise l'envoi d'un email. Cliquez ici pour vous réapprovisionner en cartouche d'encre ou en dosette de café. Donc, on voit bien que la notion de trigger, ça peut anticiper également un comportement. On a analysé le comportement d'achat et de consommables une fois tous les 3 mois, et bien on automatise le fait qu'à 1 mois, à 2 mois et demi, tac, il y a un email qui part par exemple pour se réapprovisionner. Et pour répondre en même temps aux questions qui passent, effectivement, on est aujourd'hui sur plus de 95% de B2C. Le B2B chez nous, c'est pas encore très développé. C'est vraiment travaillé depuis l'année dernière, donc c'est vraiment très très récent. Et par contre, on est en train justement de monter aussi des campagnes spécifiques pour le B2B, parce que là, on est vraiment sur des comportements là aussi qui sont particuliers. Donc on les sort de nos campagnes classiques et on est en train de les adresser spécifiquement aussi au niveau du B2B. Je rebondis sur ce que disait Benoît aussi concernant le côté fidélisation. L'avantage, c'est qu'on peut travailler… Non, tu veux… D'accord, pardon. On peut travailler assez finement et sans mettre en péril aussi sa délivrabilité, par exemple, ou sa réputation. Nous, on fait un gros travail, par exemple, depuis le mois de décembre l'année dernière, sur nos clients qui étaient devenus inactifs. Alors, nous, la définition, alors qui n'est pas forcément toujours la même d'une enseigne à l'autre, c'est les clients qui n'ont pas acheté chez nous depuis plus de 24 mois. Donc, on considère qu'ils sont redevenus inactifs. Et donc, ces plus de 24 mois, on les intègre depuis décembre à nos communications en essayant justement de les mettre dans des communications qui doivent leur parler. Et on le fait par petite volumétrie, mais de façon très, très récurrente et très, très structurée. Résultat, par rapport aux envois qu'on faisait au mois de décembre, on a augmenté de 30% la base en fait, de ce qu'on envoie en termes de newsletter standard.
data. Donc, on a quand même une grosse récupération, alors qui se fait un peu au fil de l'eau et de façon assez fine, mais finalement, ce n'est pas pour récupérer 2% de la base à la fin. Là, on a vraiment, comme c'est pertinent en termes de ciblage, finalement, on récupère pas mal de clients qui viennent réintervenir avec la marque en termes d'achat ou en termes de comportement. Nous, on n'a pas du tout de gelt vendeur. J'arrive en même temps, Benoît, excuse-moi. Les vendeurs ne sont pas du tout geltés chez Electrodépôt. Je voyais la question des cartes cadeaux. En fait, on vend des cartes cadeaux Electrodépôt, mais qui ne sont pas des remises ou des ristournes. C'est des cartes cadeaux comme ce que vous pouvez acheter dans d'autres enseignes. Et juste pour faire la transition avec cette nouvelle slide, c'était important pour nous de mettre une slide des apports de la base de données centralisée pour le marketing automation. C'est-à-dire qu'en marketing automation, il y a énormément de solutions qui existent sur le marché. Et bien souvent, on se contente de se concentrer sur l'interface, sur la fonctionnalité d'animation. Et à mon sens, c'est bien d'avoir les fonctionnalités, mais c'est mieux de pouvoir les activer et qu'elles soient performantes. Et pour ça, il faut la data en amont. C'est-à-dire que c'est très important de ne pas sous-estimer on va dire la puissance des data. Et donc, le fait de pouvoir reconnaître la personne, le fait de pouvoir lier à cette personne tout son historique d'achat, de pouvoir lier à cette personne tout son historique de visite sur votre site web, de pouvoir lier à cette personne son historique de contact avec le service client. Et tout ça pour mieux personnaliser, pour mieux reconnaître et du coup de rendre plus de gens éligibles aux différentes campagnes de communication que vous allez faire. Isabelle, est-ce que tu veux redire deux mots là-dessus? L'idée, c'est aussi justement de travailler donc, ces offres plus ciblées, notamment via donc, ces triggers qui sont des campagnes ciblées de façon particulière en fonction du comportement d'achat. L'avantage de ce type de communication, c'est que forcément, on a une réactivité qui est beaucoup plus forte. Donc, on envoie sur une volumétrie qui est moindre. Par contre, on a une réactivité qui est beaucoup plus forte. Ça peut être jusqu'à un taux de clic qui est multiplié par 2 et des taux de concrétisation qui montent à x2, x3 par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur une newsletter. Donc, c'est clairement aussi vers ça qu'on souhaite aller. Alors aussi, on pourrait même mettre quelque part des enjeux aussi environnementaux, de baisser le nombre aussi d'envois d'emails au global, mais par contre, d'en envoyer moins à chaque personne, mais par contre, de savoir bien les cibler pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces et que l'entreprise ne perde pas évidemment en ROI, quoi. Voilà, et tu disais notamment que les campagnes trigger généraient 2 fois plus de revenus qu'anciennement les campagnes de type newsletter massive que vous envoyez, donc, alors qu'elles sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins de contacts ciblés par les triggers à chaque campagne. Alors, dans les règles, dans les fonctionnalités de marketing automation, il peut y avoir de la recommandation produit pour aller vers du one-to-one, de proposer le produit le plus appétant en fonction de son historique de visite et d'achat. Bien sûr, donc, ça fait partie des fonctionnalités qu'on peut mettre en place. Des triggers liés à la météo, donc ça peut être super intéressant selon votre business, mais de se dire ce qu'on a fait pour Electrodépôt, identifier les produits climato-dépendants et de se dire quand on vend des appareils à raclette, généralement, on les vend pas en plein mois d'août. Et donc, ces appareils à raclette, eh bien, en fait, il faut se dire, quand il y a 3-4 jours de température inférieure à 5 degrés, bizarrement, les ventes d'appareils à raclette explosent en magasin. Et bien, peut-être qu'on peut anticiper cela et donner une règle dans les outils CRM de dire quand effectivement il y a des villes qui cumulent quelques jours comme ça d'affilée à moins de 5 degrés, eh bien, on va pousser automatiquement l'appareil à raclette dans la zone de chalandise du magasin, chez les contacts qui habitent dans la zone de chalandise du magasin. Donc, ce type de fonctionnalité est assez innovante et on voit bien qu'on est vraiment sur du comportement et on est sur de la donnée analytique, entre guillemets, pour envoyer des campagnes. Enfin, la notion exécutant de campagne sur le marketing automation, c'est important. C'est-à-dire que la délivrabilité, notamment l'envoi des emails en masse, l'envoi des SMS, etc., c'est un vrai métier à part. Et je pense que c'est très important de laisser les sachants le faire. Et donc, les exécutants de campagne doivent pouvoir continuer à délivrer les messages. Et donc, le but, c'est de pouvoir se synchroniser avec eux pour leur dire à qui envoyer quoi, sur quel support, avec tous les critères de personnalisation qui vont bien, et de prendre en compte les comportements d'ouverture, de clic, de réponse, etc. Et donc, pour nous, le marketing automation, ce n'est pas forcément une solution de routage. Le marketing automation, c'est d'avoir la capacité de se connecter avec les exécutants de campagne déjà en place chez vous. Je te laisse peut-être commenter un peu cette slide, Isabelle.
Oui, on avait vraiment cette volonté de travailler déjà notre base, on l'a vu, de travailler en fait sur le réachat et aussi en fait on a cette problématique aussi de catégorie de produits où il y a peu d'achats par an. Moi j'ai une fréquence de visite qui est un peu plus de 2 par an pour chacun de mes clients. Donc clairement, je ne peux pas me louper déjà sur ces 2 occasions-là. Et si j'ai juste une 3e occasion, bah, c'est super parce que je fais tout de suite plus 50% de chiffre d'affaires. donc c'est super, mais en même temps, les fenêtres de tir sont quand même pas énormes. Donc cette meilleure connaissance du client, évidemment, elle permet d'adresser de façon beaucoup plus précise chacun d'eux. C'est se dire, bah voilà, sur un welcome pack, quelqu'un qui est arrivé via le web, bah, c'est peut-être intéressant de lui dire qu'on a aussi des super équipes, alors à condition qu'il y ait un magasin autour de lui, et ça on le saura aussi par exemple, qu'on a des super équipes prêtes à les accueillir en magasin. À l'inverse, bah, en ce moment, on pousse vers notre web pour essayer de décharger les magasins au maximum et puis de répondre aussi à la demande des clients qui souhaitent de moins en moins, vu la période de confinement, venir en magasin. Donc en fait, il y a ces systèmes un peu de vase communicant et puis de ciblage qui nous permettent vraiment de travailler client par client dans une approche assez globale. On a donc travaillé sur aussi une segmentation assez classique sur le fond, mais qui fonctionne très, très bien, sur des VIP, des nouveaux clients, etc. Et chacun, finalement, de ces segments va pouvoir être adressé de façon spécifique. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a un effet un peu incrémental, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé les campagnes, bon ben voilà, après ça tourne tout seul. C'est pas des choses qu'on recommence toutes les semaines ou tous les mois. Et je ne vous dis pas qu'on les a fait non plus en 8 jours, hein, on les fait au fur et à mesure, mais on sait aussi que ce qui est fait est fait et que c'est un effet cumulatif par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Et donc là, la volonté, c'était vraiment d'aller chercher finalement chacun de nos clients sur les centres d'intérêt ou les façons de consommer qu'il avait pu exprimer au travers de ses parcours chez nous. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que en termes de taux de désabos, on a une baisse assez importante. En termes de réactivité globale, donc que ce soit du taux de clic ou de l'achat, on progresse aussi. Et donc, on voit qu'on va dans le bon sens, en tout cas par rapport à ce côté plus qualitatif que quantitatif, comme on le faisait jusqu'à il y a quelques années. Voilà, et tu parlais de quelques résultats hein, de ces campagnes. Et donc, effectivement, tu disais notamment que les newsletters classiques étaient ouvertes, c'était déjà pas mal d'ailleurs, à 25%, cliqués à 4,5%. Là où sur des newsletters plus destination justement de ces segments, vous êtes passé quasiment à 40% d'ouverture et 12% de clics. Et sur des triggers, c'est-à-dire des messages qui sont déclenchés comme le trigger météo, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, directement personne par personne. Là, cette fois-ci, c'est 40% d'ouverture, 9% de clics. Donc, et les factures électroniques à 51% d'ouverture. Donc, on voit bien que les performances… Vas-y. Et ce qui nous permet aussi d'aller maintenant vers des sujets qui sont peut-être un peu moins commerciaux, mais qui touchent plus à nos convictions profondes. C'est que, par exemple, maintenant, quand un client achète un appareil d'électroménager, en fait, on va lui pousser très rapidement des conseils d'entretien pour prolonger la vie de son produit, par exemple. Donc là, on n'est pas dans une démarche commerciale, on n'a rien à lui vendre. Par contre, on lui donne des conseils sur le côté durabilité des produits, parce qu'en plus, on sait que sur la vente d'équipements, c'est souvent des choses qui sont un peu montrées du doigt. Et donc, on a aussi ce côté un peu d'accompagnement aussi vis-à-vis de nos clients et pas seulement maintenant juste sur une relation purement commerciale. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous avez en place une centaine de triggers, donc une centaine de campagnes complètement automatisées liées à du comportement on-site, du comportement en magasin, etc. Tout à fait. La dernière partie, donc la partie data-driven, il nous reste plus longtemps, juste ça sera la dernière partie pour conclure. Le principe du data-driven, vous l'avez compris, je le rappelle, hein, c'est de piloter son activité business par la data. Donc, ça passe par le marketing, mais pas que. Et on va le voir, Isabelle a proposé quelques tableaux de bord qu'elle a mis en place avec ses équipes pour justement apporter, pourquoi pas, une optimisation des référencements produits, apporter une meilleure connaissance de la qualité de ses produits, en plus de toutes les performances marketing habituelles. C'était un peu le pari moi, que j'ai fait à ce moment-là quand on a lancé cette démarche il y a 3 ans, c'est en fait de lancer les 2 sujets en parallèle.
toute cette partie donc, de personnalisation de ces contacts clients, et puis la data vise. Pourquoi? Parce que, en fait, avec la data vise, l'avantage, c'est qu'on a très vite des résultats, des choses montrables qui, entre guillemets, rassurent tout le monde aussi, pour montrer à quoi sert justement aussi la construction de cette base de données, parce que d'un côté, il y a cette partie activation, mais il y a aussi toute cette partie d'analyse qui est hyper importante. Et donc, d'amener tout de suite, parce que voilà, les campagnes, elles sont lancées, les triggers partent tous les jours, sauf que les résultats, on ne les a pas au bout d'une semaine. Et donc, moi, l'astuce que j'ai pu mettre en place à l'époque, c'est de lancer la data vise en même temps, parce que tout de suite, ça parlait à tout le monde, parce que c'était des chiffres qu'on n'avait jamais utilisés ou connus ou récupérés à un moment en interne jusqu'à présent. Et donc, d'un seul coup, on a remis là aussi le côté customer centric, c'était aussi dans l'entreprise où on parlait beaucoup plus client, de comportement, de clients réactivés, etc. Alors que jusqu'à présent, quand on voulait faire, c'était dans BO, on faisait des extractions Excel avec un fichier moche et qu'on ressortait tous les mois. Et, ça fait rire certaines personnes, hein, ça sent le vécu, je pense. Ah bah oui, mais j'ai vécu aussi, donc je souffre aussi avec vous. Donc voilà, donc c'était comment on passe une étape, en tout cas, sur cette donnée data vise. Et donc, notamment, au début, c'était forcément pour mesurer les performances donc, de ces campagnes, pour travailler sur aussi qui sont nos clients, comment on les aborde, etc., etc. Et puis, en fait, petit à petit, ça évolue là, beaucoup depuis un an, où, en fait, l'idée, c'est de ne plus être seulement sur ces sujets autour du client, mais de pouvoir rayonner en dehors. On va peut-être voir quelques exemples pour que ce soit plus concret. Tout à fait. Juste pour finir, donc nous on avait effectivement identifié deux lots. Il y en a un qui a été identifié et le deuxième qui est arrivé après. Premier lot, c'était essentiellement la mesure de la performance, comme tu viens de le dire, et de prouver que tout ça, tout ce que vous avez mis en place fonctionne, notamment au niveau campagne, au niveau marketing. Et le deuxième lot, c'était vraiment de gagner votre indépendance vis-à-vis de la DSI et voilà, en termes de manipulation de la data et de pouvoir aussi mettre à disposition ces tableaux de bord auprès d'autres services comme la direction générale, comme le référencement de produits, qui eux-mêmes vont pu tirer bénéfice de cette data visualisation. Juste pour revenir, la data visualisation aujourd'hui, c'est un outil qui a été choisi par Electrodépôt et plus généralement par le groupe Mullier, qui est Microsoft Power BI. N'importe quel outil, entre guillemets, un peu évolué, aurait pu également correspondre. Pareil, je pense que bien souvent, on se trompe de combat. C'est pas parce que le graphique va être plus joli, parce qu'on va pouvoir faire une cartographie de la France ou parce qu'on va avoir des camemberts à la place d'histogrammes que ça va changer la vie. Ce qui va changer la vie, c'est comment on alimente en data cet outil. Ça, c'est un point primordial. Et donc, nous, notre métier, c'est de créer une base de données qui va être exploitable par un outil de data vise, que ce soit un outil partenaire qu'on peut proposer ou un outil déjà sélectionné par le client. Et donc, aujourd'hui, on est capable de synchroniser avec quasiment tous les outils de data vise marché. Quelques exemples de tableau de bord. Donc, la data vise, c'est ça, c'est du dashboard, c'est du tableau de bord, de voir une vision de base de données très simpliste, ici pour commencer, une répartition par genre, bien évidemment, répartition par ancienneté dans la base de données, répartition par tranche d'âge, évidemment, quand les âges sont renseignés, et puis le taux de complétude des différentes coordonnées, que ce soit par email, par téléphone, par courrier postal, etc. Maintenant, alors il y a beaucoup de grisés, je te laisse commenter. Désolée, je ne peux pas tout partager non plus. Mais l'idée, par exemple, quand on parlait des communications tout à l'heure, c'était de dire finalement de travailler en fonction du type de campagne, les newsletters, les triggers, comme on va les flaguer d'une certaine façon dans la base, ça nous permet tout de suite aussi d'avoir des indicateurs directement qui sont à J+1 en fait opérationnels. Donc on n'attend plus non plus X jours, voire X semaines pour avoir les résultats de nos campagnes, et on peut aussi mettre en parallèle des choses en croisant et de la donnée client et toute autre donnée finalement. En fait, toute donnée entrée dans la base est aussi une donnée de sortie qui permet d'analyser certains critères. Voilà, et donc effectivement, on peut rentrer dans le détail, comme on le voit ici, donc il n'y a pas les chiffres exacts, mais on voit bien déjà les taux de transformation par type de campagne. Ici, on voit taux de transformation trigger 11%, taux de transformation newsletter 4%, ne serait-ce que ça, c'est assez sympa. Et puis ensuite, le CA par client, donc on voit le CA des gens qui ont cliqué, qui a été livré, etc. C'est assez intéressant. Alors ça, c'était aussi, par exemple, une demande qu'on a eue au moment du confinement, où on a commencé
commencé à travailler beaucoup plus des zones, alors ce qu'on appelait nous les zones blanches, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ces zones vertes, en fait, qui sont les zones de chalandise autour de nos magasins. Et puis on arrivait déjà sur la gauche donc, à toucher des clients un peu en dehors de nos zones. Mais surtout, pendant la première période de confinement, il fallait qu'on aille chercher plus de clients et on voulait utiliser absolument la VAD pour le faire. Et donc là, vous avez une photo très concrète avant-après donc tous les petits points rouges en plus. En fait, c'est tous les points de contact supplémentaires et les codes postaux qu'on a activés grâce à tout ce qui a été fait donc, sur la période. Donc là, en l'occurrence, on était sur la période de juin, juillet, août. Mais on voit bien que par rapport à l'année dernière, on a une forte progression. Et là, c'est très visuel et ça montre tout de suite aussi l'efficacité de la campagne, au-delà des chiffres qu'on peut communiquer aussi par ailleurs. Ce côté très visuel des cartes, etc., c'est quand même aussi des choses intéressantes à travailler en interne. Et puis, je dirais, on déborde aussi, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus seulement sur de la donnée client. Là, vous avez par exemple les délais entre... donc là, vous voyez, c'est en ce moment, là, c'était période de confinement numéro 2. J'ai une demande du web qui me dit, moi, j'aimerais bien pouvoir suivre si mes délais de mise à disposition des produits aux différents transporteurs se dégradent ou pas. Et effectivement, là, on voit que concrètement, là où j'étais en J0, donc vous voyez le vert là en semaine 40, c'est un peu coupé, désolé, mais le J0 qui correspond au vert, effectivement, j'étais à 60% sur la semaine 40. La semaine dernière, j'étais à 11. Donc, on voit bien effectivement que là, tout se tend très, très fortement au niveau de la logistique et que j'ai du mal à répondre. Et au moins maintenant, on sait le quantifier. Et donc, ça, c'est des choses qui vont servir aussi à la logistique dès cette semaine pour corriger le tir aussi au niveau des éléments, des moyens qui vont être mis à disposition pour accélérer la préparation des produits. Voilà, on a fait le tour, merci beaucoup Isabelle, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. On a été un petit peu plus long que prévu, désolé. J'ai vu quelques questions, alors je vais en répondre à une que j'ai vu passer tout à l'heure et j'ai pas pris le temps encore d'y répondre. Comment on identifie un cactus et un bambou? Alors, bien sûr, on va partager deux choses. D'une part, le critère déclaratif et le critère comportemental. Parce que moi, je dis dans tous les formulaires que j'ai une Ferrari. Je rêverais d'avoir une Ferrari, mais non, j'ai une Mégane. Et je dis que j'ai une Ferrari. Donc, quelle est l'importance qu'on donne à des critères déclaratifs par rapport à des critères comportementaux? Le comportemental prime toujours. Quelle visite vous avez fait sur le site web? Si vous avez visité des Mégane ou des Ferrari, déjà, ça change un peu. Et surtout, qu'est-ce que vous avez acheté? Là, ça ne trompe pas. Vous avez acheté une Mégane, pas une Ferrari. Donc, au final, ce qu'on va faire pour identifier des cactus et des bambous, c'est on va regarder s'ils ouvrent les newsletters. On va regarder s'ils cliquent dans les newsletters. Et s'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de clic, déjà, c'est qu'il n'aime pas ça. Et donc, il va falloir changer la pression commerciale et imaginer de changer de canal pour cette personne, peut-être du SMS, peut-être du print. Et donc, le cactus et le bambou, en fait, se définit au fur et à mesure du temps. Et ce sont, on va dire, les règles qu'on va mettre en place, soit pour de pression commerciale, soit pour le canal le plus appétant. Et donc, ça, on le travaille soit par l'intermédiaire de scoring, soit par l'intermédiaire, on appelle de données chaudes, entre guillemets. La personne vient de cliquer, ça fait déjà, elle a cliqué sur 7 newsletters dans l'année. Voilà, cette personne-là, elle est quand même appétante au canal email. La personne qui n'a pas du tout cliqué, voilà, elle n'est pas du tout appétante, donc on va peut-être falloir réfléchir à diminuer la pression commerciale et ou changer de canal. Et par exemple, on a joué ça en complémentarité. On a fait quelques campagnes SMS où on prenait les clients alors soit on n'avait pas l'adresse mail, mais on avait le numéro de portable, soit ils étaient opt-out. Et en fait, à ces clients-là, justement, on poussait des campagnes SMS. Donc on s'est dit, comment ils vont réagir? Et en fait, on a eu des résultats, mais hallucinants, quoi. Donc c'est un moyen aussi d'aller réactiver des gens qui étaient complètement sortis du scope sur des campagnes classiques.